européenne. Et on se retrouve ici à Colmar à juste 3 semaines après les élections européennes et 5 mois après la signature de ce nouveau traité de l'amitié franco-allemande. Un nouveau traité, mais aussi un appel pour une nouvelle Europe, pour citer président Emmanuel Macron. Ce n'est pas un hasard, évidemment, qu'on se retrouve ici à Colmar. Ici, on vit le transfrontalier tous les jours. Et l'idée de ce débat aujourd'hui, c'est surtout de vous écouter, vous, les jeunes. C'est vrai qu'on vous entend de plus en plus ces derniers temps, aux manifestations pour le climat par exemple, ou encore dans cette vidéo de réseau qui a fait le buzz en Allemagne, vous en avez peut-être entendu parler. Et aussi dans la mobilisation plus forte des jeunes lors des élections européennes qu'on avait attendues. Voilà, donc on est ici pour comprendre ce qui vous intrigue, ce que vous attendez de l'Europe, ce que vous attendez de la coopération franco-allemande, ce qui vous fâche peut-être, ce qui vous plaît. Donc bref, on aimerait savoir ce que vous pensez. Le débat est aussi transmis sur Facebook, donc vous les internautes, n'hésitez pas à commenter et à nous envoyer des questions. Et à la fin du débat, on va consacrer encore quelques minutes à répondre. Voilà, et ceux qui répondent, je suis ravie de vous les présenter. C'est Madame Klinkert, je pense en français. Comme vous préférez. Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin. Amélie de Montchalin, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et chargée des Affaires européennes. Et Michael Roth, ministre délégué aux Affaires européennes et membre du Bundestag. C'est vous aussi qui aviez l'idée pour ce débat, on m'a dit. Donc merci pour cette initiative. Voilà. Et avant de lancer le débat, je laisse la parole à Madame Klinkert pour un petit mot d'accueil. Merci. Merci à vous. Permettez-moi d'accueillir très chaleureusement Madame la ministre Amélie de Montchalin, Monsieur le ministre Michael Roth, Monsieur le préfet, Monsieur le député Eric Stroman, Mesdames les représentantes du président du conseil régional, chers collègues conseillers départementaux venus nombreux, Monsieur le représentant du maire de Breisach, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs les représentants des établissements scolaires, et puis vous, chers étudiants, chers élèves, chers jeunes, puisque c'est avant tout pour vous que nous sommes là cet après-midi. Avant toute chose, je tiens à remercier les élèves du collège Victor Hugo de Colmar qui vient d'interpréter notre hymne européen, l'hymne à la joie. Victor Hugo qui disait d'ailleurs que le Rhin réunit tout. Je crois que cette phrase prend tout son sens aujourd'hui avec votre présence, Madame la ministre, Monsieur le ministre. C'est un véritable plaisir, c'est un grand honneur pour moi-même et pour mes collègues conseillers départementaux, et puis aussi une profonde émotion que de vous accueillir ici, à Colmar, dans cette Agora Simone Veil que nous venons d'inaugurer ensemble. Et je vais à cet instant avoir une pensée pour la famille de Simone Veil que nous avions conviée, qui nous avait donné son assentiment pour l'inauguration de ce lieu et qui regrette de ne pouvoir être des nôtres aujourd'hui. Oui, Simone Veil incarne l'Europe, ses plus profondes cicatrices et aussi ses plus belles réussites. Simone Veil avait dit que l'Europe l'avait réconciliée avec le XXe siècle et que nous ne devions pas être de ceux qui redoutaient l'avenir. C'est une figure puissante et inspirante dont nous devons poursuivre l'engagement et les combats. Il était pour nous évident de combiner l'inauguration de ce lieu qui rend hommage à la mémoire de Simone Veil, femme d'État française et européenne, grand témoin du XXe siècle, et ce dialogue de la jeunesse franco-allemande sur l'avenir de l'Europe. En effet, pour réussir, vous, chers jeunes, et l'Europe, vous avez besoin de racines, mais vous avez aussi besoin d'ailes. Avec l'héritage de Simone Veil, vos racines sont solides, humanistes, courageuses, ambitieuses, au sens le plus noble du terme. Avec vos idées, avec votre engagement, votre énergie et avec vos espoirs, vos ailes seront puissantes et vous permettront d'aller jusqu'au bout de vos rêves. L'avenir vous appartient, l'Europe vous appartient. À vous d'en faire le terrain de tous les possibles. Je suis européen parce que je suis alsacien. Ich bin Europäer, weil ich Elsässer bin.
Cette déclaration forte de Pierre Pflimlin, grand Alsacien, français et européen, maire de Strasbourg, capitale européenne et siège du Parlement européen, que nous soutenons tous, prend chaque jour un peu plus son sens. En effet, si pour beaucoup, l'Europe est une affaire étrangère, eh bien pour nous, Orinois et Alsaciens, elle est une affaire familière. Nous la vivons et nous la construisons au quotidien avec nos amis allemands et avec nos amis suisses. L'Europe, nous la connaissons mieux que quiconque. Nous avons connu dans notre chair le prix du manque d'Europe. Nous connaissons aujourd'hui dans nos cœurs la chaleur du plus d'Europe. Hier, in unserer schönen Rheinregion, teilen wir die Werte. Dans cette belle Europe, nous partageons les valeurs de cette belle Europe et nous vivons au jour du jour cette Europe très concrète. Âme. Mais l'Europe a aussi un cœur, et je crois pouvoir dire que le cœur de l'Europe, c'est ici, dans le Rhin supérieur, qu'il bat. Et je crois pouvoir dire aussi que le cœur de l'Alsace bat pour l'Europe. Nous avons ensemble la responsabilité et la chance d'être le laboratoire de l'Europe de demain, une Europe palpable, facile, concrète et humaine. Ce sera encore plus le cas avec la collectivité européenne d'Alsace, qui va voir le jour au 1er janvier 2021 et dont le cœur des compétences est le transfrontalier et le bilinguisme. Ce sera encore plus le cas aussi par la mise en œuvre concrète du traité d'Aix-la-Chapelle. Je ne serai pas plus longue, car l'essentiel aujourd'hui, c'est que vous les jeunes, ayez la parole. N'oubliez jamais que pour tout projet, que pour tout défi, eh bien, le plus important, au final, ce ne sont pas les difficultés, mais c'est l'enthousiasme et c'est la volonté. Et quand je vous vois, eh bien, je suis pleine d'espoir. Alors, j'aimerais vous dire à tous quelque chose de très simple. Merci. Merci du fond du cœur pour votre présence. Deswegen will ich mit einem... Et j'aimerais donc clore par des mots et des paroles très simples. Merci, merci d'être présent, merci d'être venu, merci de votre investissement en faveur de l'avenir de l'Europe. Vive le Haut-Rhin, vive l'Alsace, vive la France, vive l'amitié franco-allemande et vive l'Europe. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Merci, chère Madame la Présidente, pour ces mots. Je pense qu'ils nous rappellent qu'effectivement, l'Europe se construit au quotidien, vous l'avez dit. Je crois qu'elle se construit aussi concrètement. Et j'espère que dans nos échanges, nous aurons la chance de pouvoir justement montrer comment la relation franco-allemande, elle construit l'Europe. Et elle construit l'Europe que nous voulons chaque jour renforcer pour que la jeunesse, dans quelques années, voit la réalisation de beaucoup de projets que nous avons dans nos têtes. Je suis très heureuse d'être avec Michael ici. Nous avons commencé notre journée ensemble à Paris pour un événement sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous sommes maintenant avec vous, chers jeunes, et nous allons ce soir ensemble au Luxembourg pour le Conseil des Affaires Générales qui prépare le Grand Conseil européen qui a lieu jeudi et vendredi avec tous les chefs d'État. Donc nous passons une belle journée franco-allemande ensemble. On se voit beaucoup, on ne se voit jamais assez. Je crois que c'est parce que la France et l'Allemagne ont su à un moment donné se réunir qu'elles ont fait avancer l'Europe. Depuis, nous avons été rejoints par de nombreux autres pays, mais que quand nous fonctionnons bien ensemble, en général, l'Europe y gagne. Et donc, nous y mettons beaucoup d'énergie. Je crois aussi que cette coopération transfrontalière, elle est le signe de ce que peut être le projet européen. Des choses finalement assez simples, assez concrètes, mais qui changent la vie, qui changent les perspectives d'emploi, qui changent les perspectives d'éducation, de formation, d'industrie, d'innovation, bref, qui change la vie tout court. Et c'est parce qu'il y a des gens comme vous, chère Madame la Présidente, qui parlent avec des gens qui vous ressemblent de l'autre côté de la frontière, que vous arrivez à faire avancer cette coopération transfrontalière. En 1963, quand le traité de l'Élysée a été signé, c'était le traité de la réconciliation. Eh bien, en 2019, quand le traité d'Aix-la-Chapelle a été signé, c'était le traité
ou c'est l'idée, c'est d'avoir un traité de convergence, un traité de rapprochement. Non seulement on s'est réconcilié, mais maintenant on peut se rapprocher. Alors je crois qu'il est aussi émouvant d'être ici avec vous, chère Madame la Présidente, parce que je crois que vous m'avez raconté que votre père, grand-père, a été l'un des tout premiers à mettre un drapeau allemand sur la place de la mairie de Colmar, alors après des années de guerre et de haine réciproque. Et bien je crois que c'est parce qu'il y a des gens comme vous et comme maintenant vous toujours, qui avaient fait cet acte courageux de considérer que nos voisins n'étaient plus nos ennemis, que nous arrivons chaque jour à progresser. Je suis certaine que dans les échanges qu'on va avoir maintenant, on va pouvoir réfléchir à l'Europe de demain, qui n'est pas une Europe qui est basée sur la confrontation, mais bien une Europe qui est une Europe de progrès. En tout cas, c'est pour ça que tous les jours, au Quai d'Orsay, eh bien, j'essaie de travailler. J'étais avant une élue d'un territoire qui s'appelle l'Essonne, qui est aussi vert vu du ciel, mais qui n'a pas à ses frontières l'Allemagne, qui a d'autres régions françaises. Donc je suis très contente d'être aussi avec vous aujourd'hui. Je me réjouis énormément d'être ici aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée, Madame Klinkert. J'ai effectivement passé la journée avec Amélie. Ça a été très bien. La journée s'est très bien passée jusqu'ici. C'est vrai qu'on s'était dit qu'il fallait se rencontrer aujourd'hui. Donc, je me réjouis que ça se fasse aujourd'hui. Je suis également je me réjouis énormément que cette agora s'appelle désormais dédiée à Madame Simone Veil, qui n'est pas seulement une Française, mais vraiment une Européenne et qui nous tient à cœur également en Allemagne. Et Brigitte, ce matin, on a parlé d'égalité homme-femme et c'était la première fois qu'on l'a vu, car ici, on met à l'honneur de grandes personnalités qui se sont investies pour l'Europe, mais pas seulement des hommes, mais des hommes et des femmes comme vous, Madame Klinkert, mais également énormément de femmes, comme notamment également Amélie, et on en a besoin. Donc voilà, je ne veux pas aller à l'encontre des hommes, des garçons qui sont ici présents, mais inviter également, et notamment les filles, soyez conscients du fait que nous avons besoin de tout le monde, des hommes et des femmes, afin de nous engager en faveur de l'Europe. Je le dis parce que je sais très bien que des hommes ou alors des garçons vont se dire « Eh bien, pourquoi il le dit? C'est un homme, lui aussi. Et pourquoi est-ce qu'il ne nous épaule, nous également ?» Alors, l'égalité homme-femme, c'est quelque chose dont nous pouvons tous en profiter. On ne voudrait pas remplacer la dominance des hommes par la dominance des femmes. Il s'agit vraiment d'une égalité entre les deux sexes. Et je suis tout à fait convaincue que nous aurons tous à gagner du fait qu'on va instaurer cette égalité. Car l'Europe nous pose la question suivante: où souhaitons-nous aller ensemble? Et là, la question riche ou pauvre, originaire d'Europe ou d'un pays étranger, français, allemand, ces questions-là ne jouent aucun rôle. Ce qui est important, que nous défendons toutes ces valeurs qui ont pris leurs racines en France grâce à la Révolution française: égalité, fraternité, liberté. Voilà des valeurs qui sont aujourd'hui des valeurs européennes, ce qui nous lie aujourd'hui. Mais voilà, j'aimerais pas être plus longue parce que je suis venue ici pour vous écouter, pour répondre à vos questions, pour écouter aussi les points critiques qui vous tiennent à cœur. Mais nous savons tous qu'en ce moment, on traverse une période un peu difficile en Europe, car nous vivons dans un air compliqué, dans une Europe bouleversée. Car parfois, on craint qu'on pourrait perdre son identité nationale. Et Brigitte l'a très bien dit. Elle a dit, voilà, moi, je viens de Colmar. Moi, je suis alsacienne. Je viens d'ici. Je suis fière d'être française. Et tout de même, je suis aussi une Européenne.
Nous portons en nous-mêmes des identités tout à fait différentes. Nous aimons nos parents, nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, et on peut tout à fait de la même façon aimer et avoir en son sort les deux âmes, les âmes nationaux et les âmes de l'Europe. Être français, allemand et européen à la fois. Il n'y a pas de confrontation entre elles. On n'est pas un plus mauvais allemand lorsqu'on est un Européen convaincu. Et voilà, dernier point. Il faut également se critiquer ou être autocritique. Pendant les dernières décennies, on a toujours dit qu'il faut vraiment renforcer l'Europe. Il faut donner nos compétences nationales à Bruxelles. Donc il faut transférer les compétences pour que les institutions européennes aient plus de pouvoir. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire, puisque tout le monde aura gagné lorsque nous allons renforcer l'Europe. On sera d'autant plus puissant si des États comme la France, l'Allemagne ou alors la Belgique et le Luxembourg renforcent l'Europe, eh ben, tout le monde va en gagner. Nous ne pourrons plus résoudre les solutions nous-mêmes. Il faudra s'unir, unir nos forces. Parfois, c'est fatigant, mais cela est également bénéfique à tout le monde. Et c'est beaucoup mieux. Car ici, vous voyez les personnages, les photos des personnages et les portraits de ces personnalités qui ont vécu d'autres moments de l'histoire, des moments où les Européens, les citoyens des pays d'Europe se sont affrontés sur les champs de bataille. Peu importe si on... Et aujourd'hui encore, en Afrique, sur d'autres continents, ou même en Europe, en dehors de l'Europe, il y a encore ces champs de bataille où les personnes s'affrontent. Et aujourd'hui en Europe, depuis 70 ans, cela n'existe plus. Et c'est à vous de vous investir pour la cause européenne. Ein flammender Appell. On va en parler maintenant. On va vous écouter. C'est à vous maintenant de poser les questions au ministre. Donc je propose que ceux qui ont une question qui les intrigue lèvent la main. Un peu de motivation peut-être. En fait, on n'a pas tous les jours la possibilité de parler au ministre. Là, j'avais vu un groupe de jeunes tout à l'heure qui m'avaient dit qu'ils ont un peu des questions. Soyez pas timide. Je peux commencer, moi aussi je peux commencer, mais parfait. Voilà, il y a un micro qui arrive. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'écologie ? Pour demain, pour changer les énergies, pour avoir des énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut te demander de te présenter rapidement ? Tu te lèves et tu te présentes ? Merci. Je me présente, je suis un élève de Saint-André, collège de Colmar. 1, 2, ok. J'ai 15 ans et je suis un élève de 3e. Et aujourd'hui, je peux être ici. J'ai la chance de pouvoir être ici avec ma classe d'Européenne allemand. Et je me pose la question de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour changer les énergies, pour passer à une énergie qui est renouvelable et laisser tomber les énergies qui sont fossiles. Parce que je pense que c'est vraiment le moment, et on le sait tous, avec tout ce qui se passe en ce moment à cause du climat qui se réchauffe et de tout ce que ça entraîne. Merci.
Ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va le mettre en priorité des 5 prochaines années au niveau européen. Je vous ai dit qu'on allait au Luxembourg avec Michael Roth tout à l'heure. On va préparer la réunion des chefs d'État de jeudi et vendredi. Et jeudi et vendredi, les chefs d'État européens des 28 pays vont se mettre d'accord sur les choses sur lesquelles ils vont travailler dans les 5 prochaines années. Et on a décidé, ensemble, de mettre l'enjeu climatique parmi ces 3, 4, 5 sujets maximum sur lesquels on pense qu'il y a vraiment du travail à faire. On va écrire, on aimerait qu'on soit soutenu par d'autres pays. Aujourd'hui, on est 12 pays sur 28, mais on va y arriver. On aimerait écrire que notre objectif, c'est d'être neutre en carbone en 2050. Ça veut dire que tout ce qu'on aura émis de CO2, ce qui restera d'émissions de CO2 en 2050, on arrivera à l'absorber aussi. Et que donc à la fin, les plus et les moins, ça fera 0. Et que donc on arrêtera de mettre du CO2 dans l'atmosphère en 2050. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi investir. Ça coûte beaucoup d'argent. On veut créer une banque européenne du climat pour justement aider tous les projets où on a besoin de changer une centrale à charbon, une centrale au pétrole, une centrale au gaz, en centrale solaire, éolien, géothermique, voilà, ou d'hydroélectricité. On va aussi faire de la recherche, beaucoup de recherche. Et ça aussi, c'est un grand projet européen, que tous les chercheurs européens travaillent ensemble, plutôt que d'avoir 27 laboratoires où ils cherchent, par exemple, comment on fait des batteries, bah, qu'on essaie d'avoir un grand projet où ils mettent en commun leurs connaissances. Donc, c'est une des priorités des 5 prochaines années. C'est quelque chose sur laquelle la France a fait une proposition. On a eu 9 pays qui nous ont soutenus. L'Allemagne nous a aussi soutenus. Et donc, on va investir, on va rechercher, on va financer des choses nouvelles, on va se fixer des objectifs. On va aussi parler ensemble au niveau de l'ONU, au niveau mondial, que tous les Européens disent la même chose. Ça fait déjà 28 pays qui disent la même chose, c'est déjà en soi une bonne nouvelle. Et puis, on va aussi encourager les citoyens, les agriculteurs, les chefs d'entreprise, des jeunes comme vous, pour le recyclage des déchets, pour la production voilà, quotidienne, pour les déplacements, à ce que vous puissiez changer vos comportements et qu'on vous accompagne en ce sens. Donc c'est une grosse priorité. Je pourrais développer beaucoup plus précisément, mais tout ce qu'on fait, dans tout le budget européen, dans toutes les actions européennes, le climat est un sujet qu'on regarde et on essaie de ne pas faire des choses qui vont contre l'objectif à la fois de biodiversité et de limitation du changement climatique. Isedia. Je pense que l'Europe a la tâche d'encourager Donald Trump, qui a gagné ses élections avec la maxime suivante. Il a dit la protection du climat va faire disparaître des jobs. Il est difficile de réaliser les objectifs. Et en France, comme en Allemagne, nous avons déjà eu de mauvaises expériences. 40% en Allemagne sont issus de sources d'énergie renouvelables. Et jusqu'en 2038, nous voulons complètement arrêter les centrales de charbon. Et il est vrai qu'il y a des personnes qui sont directement concernées, qui ont peur de perdre leur poste. Il faut leur expliquer que le travail, l'économie, un État qui soutient ses citoyens et d'autre part la protection du climat, qui vont main dans la main. Sinon, en Asie, en Afrique, ils ne vont pas suivre la voie que nous avons entamée. Il nous faut ne pas mettre l'accent sur le fait qu'il nous faut avoir moins de mobilité, moins de prestations, etc. Si ce sont ça nos arguments, on ne va jamais gagner ce débat. Dans ce cas-là, ce seront les populistes, ce seront les menteurs qui vont, eux, gagner les élections. Et c'est pour ça que c'est un défi tellement dur à relever et tellement compliqué. Nous avons décidé qu'à l'avenir en Europe, nous voulons investir 40% des dépenses dans la protection du climat.
partout où il y a des alternatives, nous voulons renoncer entièrement au plastique. Lorsqu'il existe des alternatives, nous allons interdire carrément le plastique. Ce sont des petits pas, mais des pas incontournables. Hein. Et si j'ai bien compris le message des jeunes lors des Fridays for Future, je pense qu'on doit être encore plus courageux. Mais pour cela, nous avons besoin de vous, parce que dans chaque quartier où j'entame ces mesures, eh ben, j'ai toujours une initiative qui est contre les infrastructures nécessaires, contre les mesures à prendre. Et vous avez tout le temps cette polémique, donc il faut qu'on puisse maintenant davantage mettre en avant ce que nous soutenons et non plus les choses auxquelles nous sommes contre. L'après-centrale nucléaire de Fessenheim et l'objectif que nous nous sommes fixés pour le département du Haut-Rhin, c'est de faire de notre territoire le premier territoire alimenté uniquement en énergie renouvelable et décarbonée. Ça veut dire, c'est un enjeu énorme, mais si on ne se fixe pas des objectifs ambitieux, ça n'est pas la peine, du moins je l'estime, de faire de la politique. L'idée, c'est de mettre en place, et un appel à projet a été lancé déjà par l'État, du photovoltaïque. L'idée, c'est de réfléchir à d'autres installations dans le domaine de la méthanisation, aussi à des énergies nouvelles mais qui prennent de l'ampleur, l'utilisation de l'hydrogène, notamment pour les déplacements. Voilà, donc il y a une véritable ambition qui est affichée et j'espère bien qu'on va arriver au bout de ce défi. Et puis, comme cela vient d'être dit aussi par Michael, des habitudes nouvelles à prendre et par chacune et chacun d'entre nous, mais aussi par les collectivités. Et là, nous avons lancé depuis l'an dernier un plan d'aide pour la rénovation thermique et énergétique des bâtiments. Avant de passer à la prochaine question, peut-être on a parlé de Fessenheim, vous avez parlé de la sortie du nucléaire en Allemagne. Est-ce que, Amélie de Montchalin, ce ne serait pas aussi un modèle pour la France finalement? Alors, je sais, oui. Le président de la République a bien annoncé que nous réduirons la part du nucléaire dans notre mix énergétique pour redescendre à 50% en 2035. Il faut savoir que l'énergie nucléaire ne produit aucun CO2. La fumée qui s'échappe d'une centrale nucléaire, c'est de la vapeur d'eau. Ce n'est pas de la pollution. Le problème du nucléaire, c'est la gestion des déchets. Parce qu'on sait que la radioactivité des déchets, eh ben, elle va durer pendant des centaines de milliers d'années et que donc il faut qu'on s'en protège parce qu'elle est dangereuse. Mais je tiens à dire ça, quand vous voyez une centrale nucléaire, ça ne contribue pas au réchauffement climatique. Ça crée d'autres risques, ça crée d'autres enjeux. Ce n'est pas une énergie renouvelable au sens où, effectivement, il y a des déchets dont il faut qu'on s'occupe, et ça veut dire qu'il faut qu'on prenne des décisions difficiles. Mais il faut avoir en tête que c'est ce qui permet aujourd'hui à la France d'être le pays qui produit le moins de CO2 de tous les pays du monde, pour produire son électricité. Donc ça a des inconvénients, mais ça aussi nous permet d'avoir une économie qui aujourd'hui émet peu de CO2 par rapport à d'autres enjeux. La feuille de route du gouvernement, c'est de passer d'à peu près 75% d'énergie produite par le nucléaire à 50% en 2035, et que toute cette énergie qu'il va falloir produire autrement, elle soit 100% renouvelable. On va fermer nos centrales à charbon d'ici 2022, toutes. Donc il n'y aura plus de centrales à charbon en France. Il restera quelques centrales à gaz qu'on allume uniquement les jours où il y a des grosses demandes et qu'il faut un petit appoint. Mais ça, on y travaille pour que d'ici 2030, 2035, on soit dans capacité de ne produire que de l'énergie qui ne produit pas de CO2. Donc ou bien solaire, ou bien des éoliennes, ou bien géothermique par la biomasse, aussi hydroélectricité, et donc effectivement du nucléaire. Et c'est un choix qu'on fait, de considérer que ça nous permet d'avoir une énergie assez peu chère, même s'il faut qu'on continue d'investir, et une énergie qui a fait que, je répète, notre pays est le pays qui émet le moins de CO2 pour chaque kilowatt, donc pour toute l'électricité qu'on a dans notre pays. Ça apporte des risques, c'est pour ça qu'à Fessenheim, la centrale étant aujourd'hui un peu ancienne,
ou bien il aurait fallu investir massivement, ou bien il faut la fermer. Il va y avoir un plan pour la démanteler, retirer la radioactivité. Et on en a parlé avec Madame la Présidente, et j'en ai aussi parlé aujourd'hui avec Michel Roth. Il faut qu'on ait un projet, effectivement, pour que ce lieu ne soit pas une friche, que les emplois qui sont autour ne soient pas perdus, mais qu'on invente quelque chose de nouveau. Que ce soit aussi un endroit où la transition, vous savez, on parle beaucoup de transition. Transition, ça veut dire renoncer à des choses et en créer des nouvelles. Mais ici, effectivement, il y a des emplois qui vont disparaître, et bien, il faut qu'on soit capable de créer les nouveaux. On produisait l'énergie nucléaire, il faut que demain on produise une autre énergie, et il faut qu'on change de mode de vie. Donc c'est ça que nos États, que les acteurs locaux, que tous les acteurs politiques essayent d'organiser pour que bien les jeunes qui se posent des questions comme vous, cher jeune homme de 3e, vous puissiez avoir demain, quand vous aurez 30 ans, 45 ans, 60 ans, un monde qui sera vivable et sera un monde où vous aurez envie vous-même de vous investir et de travailler. D'autres questions? Maintenant, vous avez eu un peu le temps de réfléchir, d'écouter. Oui. Bonjour, donc je suis aussi élève à Saint-André avec la classe européenne allemand, et je voulais savoir où en était la politique commune européenne et aussi l'économie commune européenne. Donc la politique commune Oui, ici dans la région. Ou même au niveau de toute l'Union européenne. C'est une question précise pour quelqu'un Parce que des politiques communes, il y en a plein. Hein. Au niveau de les accords entre les politiques, pour s'accorder ensemble, au niveau des décisions communes. Je vais essayer de donner quelques indications. On fait beaucoup de politiques ensemble. On fait une politique de la recherche, on fait une politique de l'agriculture, on fait une politique des infrastructures, donc des routes, des ponts, des systèmes qui nous aident à avoir de l'électricité, les réseaux, donc tout ce qui transporte l'eau, le pétrole, enfin bref, tout ce qui nous alimente. On a une politique industrielle commune pour avoir des entreprises qui travaillent ensemble. On a une politique de la jeunesse pour que vous puissiez, quand vous serez un peu plus âgé, faire des échanges avec Erasmus. On a une politique des universités. Donc on a plein de politiques communes. On a aussi une politique extérieure commune. On fait de la diplomatie ensemble. Bref, dans beaucoup de domaines. Tous les mois, les ministres des différents pays se réunissent et ils mettent en commun la politique des transports, la politique de l'industrie, la politique de la jeunesse, la politique de l'éducation, la politique extérieure, donc de la diplomatie. Nous, on se rencontre aussi tous les mois et on essaie de faire avancer nos politiques. Est-ce que c'est facile de se mettre d'accord? Pas toujours. Est-ce qu'on est obligé d'être tous d'accord? Pas toujours. Il y a des politiques où on a besoin de la majorité et il y a des politiques où on a besoin de l'unanimité. Et c'est vrai que se mettre d'accord à l'unanimité à 28 pays, c'est difficile. Parce qu'on n'a pas les mêmes histoires, parce qu'on n'a pas le même développement économique, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, parce qu'on n'a pas la même culture. Mais c'est ça mon métier, j'allais dire, et celui de Michael. C'est que, là on est avec vous aujourd'hui, souvent on voyage beaucoup, parce que l'un et l'autre, on va voir tous les pays qui peut-être ne sont pas totalement d'accord avec nous, et on essaie de voir comment on peut les aider aussi à trouver un intérêt dans ce qu'on propose. Et donc moi, si je résume, où en est la politique commune et l'économie européenne? Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire ensemble, pour l'industrie, pour la recherche, pour créer des grandes entreprises européennes, pour innover ensemble, pour aussi payer, pour que les gens qui soient payés pour le travail, pour avoir une politique sociale commune, pour qu'on ait les mêmes droits. On est en train de faire avancer tout ça, mais la principale difficulté, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord, ou à la majorité ou à l'unanimité. Et donc le métier des diplomates, c'est d'aller chercher des équilibres ou des accords où tout le monde y gagne. On en trouve, ça nous prend du temps, mais c'est pour ça qu'on fait ce métier. In der Wirtschaftspolitik spielt die Europäische Union ja eine. Il est vrai que dans la politique économique, l'Europe joue un rôle central. Parce que il y a l'espoir que la prospérité soit l'âme de l'Europe. Le marché intérieur, c'est de ne pas avoir de frontières par rapport au capital, aux prestations, pour les marchandises, ni pour vous, pour les employés.
nous nous rendons compte qu'il y a le besoin d'établir des règles communes pour l'Europe et qu'il y a beaucoup d'hommes politiques et beaucoup de citoyens qui trouvent que c'est difficile. Parce que pour avoir des règles communes, il faut ici ou là renoncer à des règles qui existaient depuis longtemps en Allemagne ou en France. Il est vrai qu'en Allemagne, nous avons eu beaucoup de problèmes parce que le diplôme du Meister existant en Allemagne a été changé. Et la même chose vaut pour les ramoneurs qui, eux aussi, on a dû changer les règles de leur métier. Et c'est vrai qu'ici ou là, on arrive donc à de vrais obstacles et les personnes se demandent pourquoi l'Union européenne doit régler ce genre de questions. Nous avons donc cette économie commune, cette politique de l'économie commune qui se heurte ici ou là à des problèmes et on a des déséquilibres et il y a ce gap entre les riches et les pauvres qui ne cesse de s'accroître et il nous faut donc non seulement une politique économique mais aussi sociale. Il y a une initiative issue de la France basée sur le principe d'avoir le même salaire pour le même travail. Et cela veut dire que l'on n'exploite pas les travailleurs. Nous ne l'avons pas encore vraiment mis en œuvre. Je crois que c'est surtout dans les régions transfrontalières qu'il y a pas mal de conflits entre la France et l'Allemagne parce qu'il y a des obstacles qui sont ressentis comme beaucoup trop élevés du côté des entreprises. Apparemment, il y a pas mal de problèmes. En tout cas, c'est mon impression. Mais l'idée qu'il y a derrière, elle est primordiale. Et je suis très reconnaissant au président de la République. Il n'est pas sociodémocrate comme moi, mais il promeut fortement cette idée d'une Europe sociale. Et Amélie vient de le dire. L'Europe est un marché intérieur, une économie commune et qu'on ne souhaite pas avoir une politique économique sans une politique sociale. Les traités de Maastricht, fondés par Kohl et Mitterrand, ont laissé beaucoup trop de différences en ce qui se concerne l'imposition, les standards sociaux, etc. Et c'est quelque chose qui ne pourra pas marcher à l'avenir. Il est vrai que nous allons à l'avenir avoir cette tâche à relever de regagner la confiance des citoyens, mais aussi des entreprises et des travailleurs. D'autres questions? Peut-être aussi les filles, on en a parlé tout à l'heure. Allez-y. Il y a une expression qui dit que si la première question est difficile, la deuxième est beaucoup plus simple. Donc on va passer directement à la deuxième question. Il y a encore quelqu'un derrière. Ouais. On va peut-être d'abord, et après on va repasser. Super, merci. Si vous pouviez vous lever aussi, ce serait super. Bonjour, je m'appelle Paul. Je suis en classe de 3e au Collège Saint-André. Et je voulais savoir, c'est maintenant que la NASA dispose de laboratoires en recherche spatiale, précisément dans la création de biosphères, c'est-à-dire des sortes d'exo-atmosphères. Est-ce que c'est dans vos ambitions pour la recherche commune en Europe? La recherche spatiale, c'est un des domaines où l'Europe fait beaucoup de choses ensemble. Vous avez l'Agence spatiale européenne, vous avez en France le CNES, vous avez en Allemagne aussi beaucoup de chercheurs. Oui, on pense que la recherche qui vient, enfin en tout cas la recherche spatiale, d'une certaine manière, nous aide à comprendre beaucoup de choses sur Terre. Donc, est-ce qu'on veut créer des exo-atmosphères pour pouvoir vivre sur Mars ou ailleurs? Je crois que c'est, même en France, on a beaucoup de gens qui cherchent là-dessus. La bonne nouvelle, c'est qu'on travaille aussi avec la NASA et que c'est plus l'heure de la guerre froide. Donc, il y a aussi beaucoup de programmes de recherche qu'on fait ensemble.
Et moi, je viens d'un territoire donc, en Essonne, où il y a des grands centres de recherche sur le plateau de Saclay, et où je peux vous dire qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils travaillent aussi avec les chercheurs des autres pays européens, et souvent d'ailleurs, ils travaillent avec les chercheurs américains, parce qu'on pense que c'est des défis, comme la lutte contre le cancer, comme on en a parlé, la lutte pour trouver des nouvelles énergies, comme bien sûr beaucoup d'autres sujets de recherche sur notre environnement, qui nécessitent non seulement que les pays s'engagent, mais surtout qu'ils partagent des résultats, parce que ça nous intéresse tous, qu'on soit français, brésilien, américain, vous voyez, chinois ou indien. Wie gut, dass Amélie hier sitzt. Très bien qu'Amélie soit là, puisque moi, j'avoue, j'ai aucune idée de la recherche spatiale. Mais je sais que nous disposons d'une agence qui est basée en Hesse, à Darmstadt, qui est dédiée à cette recherche spatiale et qui essaie de travailler dans ce domaine afin que les grands acteurs comme les États-Unis n'engrangent pas tout le terrain dans ce domaine. C'est pour en revenir à la question de Isaac, par rapport à la relation commune, relation économique. C'était pour savoir si, avec le Brexit qui se déroule en ce moment, la sortie de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni de l'Union européenne, ça ralentissait vos autres projets pour l'avenir? Voilà. Alors tout d'abord, c'est vrai que là, pour le moment, nous vivons vraiment un désastre horrible, car ceux qui ont promis aux gens que tout sera mieux après la sortie de l'Union européenne ne sont pas au rendez-vous, ne peuvent pas tenir leurs promesses. On a tant promis aux Britanniques. Tout cet argent qui est pour le moment encore versé à l'Union européenne sera dans le futur investi directement dans la Grande-Bretagne, mais ils ne peuvent pas tenir ces promesses. Donc là aussi, on a encore une fois menti au peuple. Il est très très compliqué de sortir comme ça de l'Union européenne. On ne résout pas aucun problème. Il y a tant d'autres qui sont créés. Je sais qu'en France, mais également en Allemagne, et moi personnellement aussi, je pense parfois que, alors finalement, ils sont sortis. Puisque de toute façon, c'était énervant de travailler avec eux, ces Britanniques. Ils voulaient à chaque fois avoir une solution bricolée sur mesure britannique. Donc les Britanniques ont été compliqués. Et pourtant, nous les Allemands, parfois on peut paraître difficile aussi aux yeux des Français. Et moi, j'aurais préféré de continuer à travailler avec les Britanniques, car ils sont un partenaire important. À l'avenir, il va falloir payer 10 à 13 millions d'euros de plus, car il faudra compenser ce qui sera plus payé par la Grande-Bretagne. Alors, soit il faut compenser, soit il faut réduire les dépenses dans la PAC, dans la politique agricole commune, dans d'autres domaines, Erasmus+, mobilité, etc. Ça, on pourrait le faire, réduire les dépenses, ou alors compenser et payer plus. Et bon, la question qui se pose, qui va payer plus et où est-ce que ça sera versé? Donc, ça deviendra beaucoup plus difficile sans la Grande-Bretagne. Seul espoir, il y a ceux en Allemagne ou en France qui disent que tout sera au mieux après. On va protéger notre pays en sortant de l'Union européenne. Alors ces voix-là sont devenues plus timides, car on voit que c'est quand même compliqué. Votre travail au quotidien? Ce qui est sûr, c'est que ça a beaucoup surpris. Et quand le référendum a eu lieu, Ach, das habe ich nicht verstanden. Ach so. la première chose que ça a fait, c'est que ça a occupé beaucoup de monde de réfléchir à comment on pouvait se séparer d'un pays. Jusqu'à maintenant, l'histoire de l'Union européenne, c'était une histoire où on s'ajoutait les uns aux autres.
C'était une addition, ce n'était pas une soustraction. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup d'intelligence, beaucoup de temps passé à réfléchir à organiser de manière la plus ordonnée possible la sortie, en tout cas trouver un accord pour que ça puisse bien se passer. On voit que c'est très difficile pour les Britanniques de réaliser et de vouloir vraiment se lancer dans cette sortie. Tout est sur la table aujourd'hui. Et donc tout ce qui dure, en fait, c'est que c'est très compliqué politiquement, c'est très compliqué socialement, c'est très compliqué tout court, de se dire, bon, on comprend maintenant les conséquences de ce que ça veut dire de sortir. Est-ce que ça ralentit notre travail? Ce qui est certain, c'est qu'une des raisons pour lesquelles on a dit que ces négociations n'allaient pas durer 15 ans, mais allaient durer 2 ans, pour lesquelles on a mis une date limite, qui a été repoussée effectivement du mois de mars au mois d'octobre, c'est de dire qu'on a besoin aussi de pouvoir, nous-mêmes en Europe, fonctionner sans avoir cette incertitude. Michel Rothe parlait du budget, c'est une énorme incertitude. Est-ce que les Britanniques participent à nos politiques? Est-ce qu'ils en sont les bénéficiaires? Est-ce qu'ils ne participent plus? Mais est-ce que du coup, il faut qu'on fasse sans eux? C'est une vraie question. Ce qu'on essaie d'organiser, c'est qu'on puisse travailler sur les priorités dont on a parlé. On a parlé du climat, on a parlé d'Europe sociale, on a parlé d'Europe de la défense, on voudrait parler de nos frontières, comment on s'organise aussi sur des nouveaux défis face aux États-Unis et à la Chine, notamment dans l'industrie, la concurrence. On a besoin de s'occuper de ça. Est-ce que nous, ça nous ralentit? Je ne crois pas que ça nous ralentisse. Est-ce que ça nous préoccupe? Ça nous préoccupe, ça c'est clair. Est-ce qu'on a, nous, là, tous les deux ou avec d'autres, la clé? La clé, aujourd'hui, elle est à Londres. C'est une décision des Britanniques, et il faut que ce soit les Britanniques qui apportent la réponse qu'ils veulent apporter. Nous, Européens, je crois qu'on a mis beaucoup de choses sur la table. On a proposé un accord. C'était le fruit de beaucoup de travail. Ça nous préoccupe plus que ça nous ralentit, je pense. C'est vrai que je n'avais pas très bien compris votre question, donc je vais tout de même essayer de vous donner une réponse concrète. Car c'est vrai que, alors moi je pense que ça nous ralentit énormément, puisque ça nous a coûté énormément de temps. Au sein de notre conseil, le Brexit se négocie et une fois par mois, on se rencontre. Et à chaque fois, pendant des heures, il fallait parler tout d'abord du Brexit. Et c'était vraiment fâcheux. Et cela dure depuis 2 ans maintenant. Et donc, nous n'avons pas pu atteindre tout ce qu'on a voulu atteindre. Et j'aurais bien aimé de parler d'autres sujets. Et voilà, ça m'a énervée, très honnêtement. Moi, je voudrais une question d'une fille. Ah, très bien, premier rang. Ah bah super. On va revenir après. Désolée, j'ai même pas vu. Super. Donc, je m'appelle Louise et je suis en terminale au lycée Jeanne d'Arc de Mulhouse. Et donc j'avais une question. On évoquait là précédemment le budget de l'Union européenne, mais on sait que le budget de l'Union européenne il représente à peu près 1% du PIB total européen. Est-ce que ce n'est pas un problème justement la faiblesse de ce budget par rapport à toutes les ambitions que vous semblez avoir? C'est un sujet où historiquement la France et l'Allemagne n'ont pas toujours la même vue. Donc comme ça, vous allez voir la différence de tonalité. Ce budget, c'est aussi des impôts que les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols payent. Et au lieu que ça aille dans leur budget national, ça va dans le budget européen. Donc il n'y a pas d'argent magique. Et donc si on dit on veut augmenter le budget européen, il faut que ce soit financé par quelqu'un. Comme on sait bien que les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols n'ont pas envie de payer des impôts et des impôts et des impôts, ils ont bien raison, il faut qu'on soit efficace. Et donc ce à quoi on travaille, c'est qu'effectivement on puisse d'abord réformer. Il y a des politiques qu'il faut qu'on rende peut-être plus efficaces, plus efficientes. Sur le budget de l'agriculture, par exemple, on en a parlé, on aimerait qu'il y ait une grande partie de ce budget qui, bien sûr, aide les agriculteurs à poursuivre leur métier, mais aussi à se transformer, à le rendre plus écologique d'une certaine manière. Il y a des nouvelles politiques à financer, dans la défense, dans les frontières, dans l'innovation, dans cette Europe sociale. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que oui, il faut qu'il y ait de l'argent qui vienne de ceux qui payent des impôts. On aimerait aussi créer des ressources, en fait, des moyens de financer l'Union européenne sans passer par la poche de vos parents ou de vous quand vous travaillerez. On est en train de réfléchir à une ressource qui soit basée sur le plastique. C'est-à-dire que le plastique, quand il est recyclé, il vous donne des bons points, entre guillemets, donc vous ne payez pas. En revanche, le plastique, quand il n'est pas recyclé, vous êtes obligé de payer le budget européen. Et ça fait comme ça une sorte de contribution qui ne dépend pas
de savoir si vous êtes un Italien, un Espagnol ou un... Voilà, ça dépend. Est-ce qu'autour de vous, votre système de déchets, ça tombe bien, c'est les élus locaux qui vont travailler là-dessus, est-ce qu'il fonctionne bien ou pas? S'il fonctionne bien et que ça recycle bien le plastique, très bien. S'il fonctionne moins bien, eh bien, on demandera aux uns et aux autres de payer. L'autre point, c'est aussi s'assurer que si on met de l'argent en commun au niveau européen, on ne fasse pas exactement la même chose en doublon au niveau national. Parce que sinon, on paye 2 fois. Et vous, quand vous paierez vos impôts dans quelques années, ça vous semblera bizarre de donner 1 euro pour qu'il y ait des choses qui se passent au niveau européen et un même euro pour qu'il se passe d'autres choses au niveau français. Donc tout l'enjeu, c'est que si on augmente le budget européen pour faire des choses ensemble, parce qu'on pense que c'est au bon niveau que de le faire au niveau européen, parce que c'est plus efficace, mais il faut s'assurer qu'on ne fasse pas en parallèle la même chose. Sur la recherche spatiale, par exemple, c'est un bon exemple d'une politique où ça fait beaucoup de sens de travailler ensemble. Ça ne sert à rien qu'il y ait 27 fusées différentes qui soient construites en Europe. Ce qui compte, c'est qu'il y en a une qui marche bien et qui soit tellement bien qu'à force d'en produire, elle coûte de moins en moins cher. C'est un bon exemple d'une politique où il faut qu'on accepte, pas d'abandonner notre souveraineté, mais de se rendre compte que ça n'a pas beaucoup de sens de faire 27 fusées. Pareil dans la recherche sur le cancer, pareil sur la gestion des frontières. On a beaucoup de sujets où on voit bien que l'intérêt, c'est vraiment mettre en commun des moyens, même si ça veut dire qu'on n'a plus nous-mêmes notre politique de la recherche spatiale comme on l'avait il y a 50 ans. Donc c'est ça qui est difficile parce que à la fois on aimerait des grandes politiques européennes, on aimerait ne pas augmenter les impôts des Européens et on aimerait qu'à la fin, en plus, ça ne fasse pas doublon avec les politiques nationales. C'est là-dessus qu'on passe nos nuits et nos jours, dans les prochains mois, et déjà depuis longtemps, sur le budget européen. On doit se mettre d'accord sur le budget 2021-2027. On espère qu'on aura un accord peut-être d'ici la fin de l'année ou au plus tard au mois de mars l'année prochaine. Elle avait déjà demandé avant. Donc, on va faire le tour derrière après, puisque vous aviez aussi une question. Pas de souci. Bonjour, moi je m'appelle Mélodie, je suis en seconde à Bibac au lycée Cassler et je voulais juste vous demander quelles sont les décisions communes prises contre le terrorisme. Communes européennes? Oui. Alors, le sujet du terrorisme, ce n'est rien auquel sont confrontés des États individuels. Le fondamentalisme, l'extrémisme, le terrorisme souhaitent détruire nos valeurs. Il y avait des attentats à Berlin, comme à Paris, à Strasbourg, comme dans d'autres villes de l'Europe. Mais jusqu'ici, nos services de sécurité ne travaillent pour la plupart qu'individuellement. La police, par exemple, en Allemagne, relève de la compétence des Länder. Bien sûr, nous avons une police fédérale, mais pour la sécurité, en règle générale, c'est les Länder, les différentes régions qui s'en occupent. Et une des grandes missions des dernières années, aussi dans le contexte ce fléau du terrorisme, c'était de collaborer plus étroitement, c'est-à-dire d'échanger davantage les informations, ne pas travailler l'un contre l'autre, mais de coopérer, échanger, travailler en équipe, échanger les données également, afin de trouver plus en amont les traces d'un terroriste, c'est-à-dire réduire les limites, les frontières, mais malheureusement, il ne s'agit pas là seulement de réduire les barrières, mais nous avons entre-temps également créé d'autres barrières. Il y a malheureusement des contrôles au niveau des frontières, et là je suis vraiment pas pour, car pendant longtemps j'ai vécu à côté d'un mur, j'ai grandi dans un air où il y avait encore des frontières, des contrôles. Et là, aujourd'hui, nous vivons encore une fois ces contrôles. Il y a également des hommes ou des femmes politiques qui aimeraient les instaurer pour des frais, de manière permanente. Moi, je suis tout à fait contre.
Et d'ailleurs, il faudra échanger également encore plus au niveau des services de renseignement, des services secrets. Nous avons également, ce que nous avons réussi à faire, c'est de renforcer, de créer Frontex, c'est-à-dire une agence qui aide les pays, les États membres qui ont une frontière extérieure de l'Europe, afin qu'ils sachent davantage, sachent mieux qui est-ce qui rentre dans l'Union européenne. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous. L'Allemagne, nous n'avons pas une telle frontière extérieure. L'Espagne, la Grèce, la France, voilà des pays qui en ont. Et donc, une telle agence est très bénéfique pour toute l'Europe. Mais bien sûr, la sécurité restera toujours un sujet épineux. Juste. Et si bientôt le procès des terroristes de l'attaque en novembre au Bataclan et à Paris va commencer, c'est parce que grâce à des échanges d'informations, comme le disait Michael Roth, entre les polices européennes, ça c'est Europol, et aussi les juges européens, ça c'est Eurojust, eh bien, ils ont réussi à identifier dans 8 pays des complices, des gens qui ont aidé les terroristes à faire leurs horreurs à Paris. Donc ça, c'est un bon exemple. On a des endroits où on peut partager ces informations, on peut travailler ensemble. Autre chose sur laquelle on travaille, c'est retirer le contenu terroriste des réseaux sociaux, pour que les messages qui appellent à faire des actes terroristes, ou alors quand les terroristes parlent entre eux pour organiser leurs horreurs, si c'est sur Twitter, si c'est sur Facebook ou si c'est ailleurs, on a travaillé au Parlement européen. D'abord, les ministres ont travaillé, le Parlement européen a travaillé. On pense qu'il faut qu'ils y retravaillent un peu. Voilà, pour que si jamais on identifie, que la police identifie un message terroriste, eh bien qu'il puisse être retiré le plus vite possible, pour qu'il y ait le moins de monde possible qui le voit, parce que sinon, on voit souvent que ça crée énormément de violences et de victimes. Et puis, il y a un dernier élément, c'est tout ce qu'on peut faire aussi sur la prévention de la radicalisation. Ça veut dire aussi qu'on soit capable d'identifier les quartiers, les zones où les idées radicales, les idées terroristes prospèrent. Et ça veut dire mettre beaucoup d'argent dans la formation, beaucoup d'argent dans l'éducation. Ça peut paraître de la prévention lointaine, enfin ça nous semble à mon avis assez important. Et donc c'est des investissements qu'on fait pour les prochaines générations, pour que ça ne grandisse pas plus en Europe. Donc en fait, vous voyez, l'Europe, c'est intéressant, c'est un très bon exemple. C'est un sujet qui inquiète beaucoup et sur lequel, petit à petit, on est en train de construire toute une politique nouvelle. On a vu sur les frontières, on l'a vu sur le partage d'informations, sur les coordinations, mais aussi sur les réseaux sociaux ou sur justement la coordination des juges. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Au niveau transfrontalier aussi? Et effectivement, dans beaucoup de domaines, on travaille aussi tout simplement à l'échelle transfrontalière avec nos voisins qu'on connaît et avec lesquels nous avons beaucoup de projets. Et nous avons notamment dans les prochains jours une rencontre avec nos voisins allemands et nos services de la solidarité du département pour confronter nos expériences dans la prévention de la radicalisation, parce qu'il y a des expériences qui ne sont pas forcément les mêmes lorsqu'on habite d'un côté ou de l'autre du Rhin. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, l'Europe du quotidien, l'Europe du concret, qui vous tient tant à cœur, chère Amélie, je le sais. Et d'ailleurs, pour aller encore plus loin dans ce cadre-là, nous sommes en train d'initier, ici même dans cette maison, au département, des binômes franco-allemands, donc j'ai envie de dire des partenariats entre des agents de nos équipes du département et des équipes allemandes du Regierungspräsidium ou d'autres institutions allemandes. Merci beaucoup. Donc le monsieur dans la chemise in dem karierten Hemd hat schon vorhin gefragt, schon lange her. Oui, bonjour, je m'appelle Tobias. Je suis un cursus à l'Université Haute-Alsace. J'aurais une question plutôt critique car pendant vos mots d'introduction, vous aviez dit, voilà, c'est une chance, l'Europe, il faudrait s'investir. Mais par le passé, on a souvent vu que c'était ainsi, c'est-à-dire que les jeunes se sont investis, se sont engagés, mais on ne les a pas écoutés. Donc voilà, quelle est votre proposition concrète? Comment peut-on s'investir? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Et c'est quoi la partie critique? Eh bien, c'était la partie critique, c'est-à-dire que voilà, engagez-vous, mais dès lors qu'on s'engage, dès lors qu'on dit quelque chose au niveau national ou au niveau européen, eh bien, il n'y a pas de conséquences, pas de suite à ce qu'on dit. Donc c'est ça la question, comment peut-on s'investir concrètement en Europe, c'est ça? Alors, mon impression est tout à fait différente. Si je regarde toute cette discussion autour des Friday for Future, je me souviens de mon passé étudiant. Aujourd'hui, on prend beaucoup plus au sérieux ces jeunes. On en débat lors de toutes nos rencontres, chaque mercredi, je me retrouve avec mes collègues et à chaque fois, on parle des Friday for Future, de la protection du climat, de ce qu'ont dit les jeunes. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Et tout cela est toujours lié aux discussions Friday for Future. Entre-temps, il y a une myriade de possibilités d'entrer en contact direct avec les hommes et des femmes politiques. Cette impression qu'on est très loin de la base, eh ben, c'est fou, c'est pas vrai. Toi, tu peux m'écrire un message Instagram, un message sur Facebook, tu peux tweeter quelque chose et je recevrai ton message dans une fraction de seconde. Et il y a encore 10 ans, c'était pas encore possible. Et si tu m'envoies un tel message, je le lis personnellement et dans 95% des cas, je réponds aussi personnellement. Bon, si j'ai le temps, enfin, je le fais dans 95% des cas. Bien sûr, si tu me donnes ton avis, je ne peux pas te garantir que tout sera reflété dans une législation. Il faut toujours avoir de la patience si on est actif. Il faut toujours avoir aussi une équipe avec laquelle on travaille. Il faut penser à l'avenir et il ne faut pas être dessus si, à premier coup, ça ne fonctionne pas. Dans une démocratie, il faut avoir une longue haleine lors de tous les projets. Et dans une démocratie, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été aux manettes pendant une seule journée et qui ont tout de même changé les choses. Et ça, il faut aussi le savoir. Bon, dans les régimes autoritaires, c'est tout à fait simple. Là, une seule personne a son avis, elle peut changer tout. Alors, les démocraties fonctionnent différemment. Mais moi, j'aimerais vous lancer cet appel. Alors aujourd'hui, vous avez tant de possibilités. Vous pouvez entrer ou devenir membre dans des partis, dans des associations comme Amnesty ou de protection du climat. Il y a tant de possibilités, toute une panoplie. Mais pourtant, il faut investir du temps. Ça, je l'avoue, il faut investir du temps. Mais moi, j'écoute. Bien sûr, je ne peux pas garantir que toutes les propositions seront reprises et mis en œuvre tout de suite. Homme politique, ça ne marchera jamais. Parce que Michel et moi, on peut s'appeler tous les matins, on peut se dire tous les matins, on va construire l'Europe, on va se mettre d'accord, on va faire des projets depuis Paris et Berlin. Ça restera tout petit parce qu'on n'a que le temps de nos journées, on n'a que nos bras. L'Europe, elle se fait beaucoup plus par déjà votre vie, votre exemple. Vous êtes, si j'ai bien compris, de nationalité allemande et vous étudiez dans une université qui est franco-allemande. En tout cas, un programme franco-allemand. Le fait même qu'avec ce diplôme qui va être reconnu des deux côtés de la frontière, vous puissiez travailler en France, habiter en Allemagne, construire une entreprise en France et embaucher des Allemands, ou bien construire une entreprise en Allemagne et embaucher des Français. Ça fait beaucoup plus l'Europe au quotidien. Ça veut dire que ça fait beaucoup plus travailler par-delà nos frontières, des gens qui ont des compétences et qui ont envie d'être ensemble, plutôt que d'être chacun derrière notre frontière et se dire que ce qui se passe de l'autre côté, c'est forcément négatif. C'est un investissement beaucoup plus fort que beaucoup de choses dont on discute avec Michel, même si c'est très important. Et moi, je dis que l'Europe, elle se fait beaucoup plus par des citoyens qui, au quotidien, ont compris quelle était la logique. La logique, c'est d'arrêter de faire la guerre de tous contre tous. C'est de considérer qu'on peut travailler ensemble et qu'à la fin, on gagne. Et qu'on gagne à mettre des choses en commun, on gagne à mettre des moyens en commun, on gagne à mettre des idées en commun, et on gagne à faire des choses ensemble. C'est ça l'Europe, si on résume.
c'est de considérer qu'après s'être fait la guerre, peut-être qu'on gagnerait tous plus à travailler ensemble. Et qu'un pêcheur, vous voyez, français, il faut lui donner des règles pour qu'il ne fasse pas la concurrence et la guerre, parce que parfois il se tuait en mer, contre le pêcheur espagnol ou contre le pêcheur belge, parce que le pêcheur belge il arrivait dans l'eau française et qu'on lui disait « Oh là là, toi tu pars ». Lui il suivait le poisson, il n'avait pas compris qu'il était arrivé en France. Donc il nous faut des règles communes. Et une fois qu'on a défini des règles communes, eh bien, la vie que vous avez, elle est révélatrice de l'idée que l'Europe, elle existe. Comment vous pouvez vous investir? Je veux dire, ayez des projets de croissance, ayez des projets de partage, ayez des projets d'entreprise, de famille, d'éducation, de formation. Ça fera beaucoup plus l'Europe que beaucoup de discours qu'on peut faire avec Michael. Vous voyez, toute la journée avec nos micros à dire l'Europe, ça avance. Ça avance parce qu'il y a des gens comme vous qui sont prêts à prendre des risques. Et quand Madame Brigitte Klinkert vient me voir et me dit, vous voyez, je travaille pour qu'il y ait un train entre Colmar et Fribourg, je travaille pour qu'il y ait des apprentis qui soient en Allemagne, qui viennent faire leur apprentissage en France, qu'il y ait des apprentis de France qui aillent faire leur apprentissage en Allemagne, pour qu'il y ait des professeurs qui viennent apprendre l'allemand, pour que les personnes qui vont perdre un emploi en France, elles puissent peut-être être embauchées dans une entreprise allemande. Ça fait beaucoup, beaucoup plus avancer l'Europe que beaucoup, beaucoup de nos grandes directives et nos grands discours. Il ne faut pas qu'on arrête les directives et les discours, mais il faut qu'à la fin, ça puisse devenir concret. Et donc, je pense que le meilleur investissement, si j'avais un conseil à vous donner, c'est de vivre une vie ambitieuse, d'avoir des projets et de les faire grandir. Et si vous vivez l'état d'esprit qui allait être le vôtre commun à 2 pays, ben vous ferez beaucoup avancer l'Europe. Voilà ce concret que nous. Okay. Alors, on avait une question derrière, qui a attendu aussi un petit moment. C'est bien, les questions maintenant. Parfait. Bonjour, je suis Arnaud Wittmer, volontaire en service civique auprès des jeunes européens. J'aurais une question concernant le Parlement européen. Il est aujourd'hui souvent critiqué sur Strasbourg pour les coûts qu'il engendre, alors qu'il est un symbole de l'amitié franco-allemande et de la construction européenne. Et j'aurais voulu savoir si vous pensiez aujourd'hui que nous avions les moyens de le rendre plus attrayant et plus légitime pour les eurodéputés qui le critiquent, et si nous devions le faire. Des volontés? Je veux bien répondre après aussi. Selbstverständlich ist. Il est tout à fait évident que Strasbourg est une ville importante européenne et l'Union européenne a effectivement décidé qu'il y avait beaucoup de sites, beaucoup d'endroits où l'Europe devrait être représentée par ces institutions. C'est la même chose pour mon pays. Il est vrai qu'il y a des institutions importantes comme la Cour constitutionnelle qui, par exemple, ne se trouve pas à Berlin. Il y a d'autres institutions importantes qui se trouvent à Munich ou à Cologne, où il y a la banque qui se trouve à Francfort. À Paris, en France, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'en Allemagne, c'est un petit peu comme en Europe, c'est un petit peu réparti sur tout le territoire. Pourquoi est-ce que la question de Strasbourg est tellement compliquée? Eh bien, à mon avis, c'est parce que les personnes qui travaillent à Strasbourg ne peuvent, eux, pas prendre la décision de savoir s'ils peuvent continuer à travailler à Strasbourg ou s'ils doivent, ou s'ils sont obligés de travailler à Bruxelles. Mais il y a d'autres qui décident là-dessus. Et c'est pour cela que ces personnes ne sont pas contents parce que ils ont l'impression de ne pas pouvoir prendre la décision. Ils sont tout le temps en train de voyager d'un endroit à l'autre et moi, je trouve pas ça fatigant. Je suis pour la plupart du temps, je suis à Berlin, mais apparemment, il y a beaucoup de fonctionnaires, de travailleurs, d'employés qui trouvent ça fatigant de devoir changer constamment d'un lieu à l'autre. C'est vrai que c'est un problème, un sujet un peu critique en France. C'est un peu comme si nous, on disait, on va transférer la banque centrale de Francfort à Berlin parce que c'est plus facile. Mais pour moi, Strasbourg est le cœur de l'Europe, vu sa position géographique, et nous le soutenons. Et pourquoi Strasbourg pose autant de problèmes? Pas pour moi d'ailleurs, mais apparemment pour beaucoup de personnes qui y travaillent. Et apparemment, ce sont ça les raisons. À peu près celui que je tiens.
il n'y a pas Washington DC, Bruxelles DC, vous voyez, on n'est pas un État. L'Europe, c'est pas un État. Il n'y a pas de capitale qui réunirait tous les pouvoirs. Il y a l'autorité bancaire européenne, elle est à Paris. L'autorité pour les produits chimiques, elle est à Helsinki. L'autorité de la pêche, elle est à Vigo. Et donc oui, le Parlement européen, il est à Strasbourg pour ses réunions plénières et puis pour son travail quotidien, il est à Bruxelles. Après, ce que dit Michel Roth, il a raison. C'est que ça demande du coup des allers-retours, beaucoup de logistique. Alors, j'ai rencontré Klaus Welle, qui est le secrétaire général du Parlement européen, et ça ne va pas répondre totalement à la question de la logistique quotidienne. Bon, on fait beaucoup d'investissements quand même pour faciliter les allées-venues, les séjours des députés à Strasbourg, etc. Mais on va aussi utiliser le Parlement européen pendant que les députés ne sont pas là. Les députés européens, ils viennent une semaine par mois. Il y a 3 autres semaines où on a quand même un lieu magnifique, au cœur de Strasbourg, où il y a aussi le Conseil de l'Europe, où il y a la Cour européenne des droits de l'homme, où il se passe plein de choses, qui pourraient être utilisées comme un lieu notamment, on vous demandait comment on peut être écouté. Il y a beaucoup d'organisations, d'associations, de la société civile qui aimeraient avoir des lieux pour échanger. Et à Bruxelles, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et donc Klaus Welle aimerait ouvrir le Parlement européen pendant les 3 semaines où les députés ne sont pas là, à faire aussi vivre ce lieu comme un lieu européen, pour qu'il y ait des grandes conférences, pour qu'il y ait des réunions sur des thèmes importants, pour que justement ce soit un lieu qui soit ouvert, qui soit mis à disposition des citoyens européens, s'ils veulent faire avancer des projets ensemble ou s'ils ont des initiatives ensemble. Que ce lieu vive aussi quand les députés n'y sont pas. Ok, alors je vois l'heure, il nous reste juste 3 minutes, 2-3 minutes, donc on va peut-être collectionner encore 2 questions et peut-être vous pourriez répondre brièvement du coup. Alors la jeune femme avec le gilet orange avait déjà demandé tout à l'heure aussi. Bonjour, je m'appelle Clara Magindi. Déjà merci d'organiser ce dialogue européen pour la jeunesse, c'est super. En fait, je suis étudiante dans un cursus franco-allemand qui forme les futurs enseignants bilingues. Et même si, par exemple, la France et l'Allemagne sont des pays voisins, on remarque au niveau de l'enseignement, de la façon dont l'école marche, un grand fossé entre ces 2 pays. Et je voulais savoir s'il existait, si on avait déjà eu l'idée de créer une sorte de coopération européenne qui viserait à faire une sorte un pot commun avec toutes les bonnes idées, comment pourrait fonctionner l'école au mieux, et d'en faire une plus grande unité, et du coup de rapprocher aussi du coup les gens, et donc en faire une Europe plus forte. Voilà. Ok, et encore une deuxième question, et après peut-être une réponse par personne, comme ça on va y arriver. Bonjour, Quentin Marais, je termine à la BIBAC au lycée Jeanne d'Arc à Mulhouse. Il apparaît de plus en plus évident des conséquences désastreuses du glyphosate. Est-ce que vous êtes donc prêt à l'interdire au niveau européen, et pourquoi Emmanuel Macron a-t-il renoncé à son engagement de campagne de l'interdire en France? Vous voulez commencer? Oui, tout à fait. Je vais devoir vous décevoir avec ma réponse. J'en suis tout à fait conscient. Nous avons tout à l'heure, moi en tout cas, je soutiens le fédéralisme et je le soutiens dans ma politique. Et en Allemagne, on n'a même pas une politique de l'enseignement qui serait réglée au niveau de l'État. C'est vrai que chaque land a sa propre politique de l'enseignement. Il y a entre 8 ou 9 ans pour obtenir son baccalauréat allemand. Et il y a également à d'autres niveaux scolaires, il y a des standards très différents d'un land à l'autre. C'est vrai qu'on s'est mis d'accord sur des normes et des standards, mais la façon de les atteindre diffère fortement d'un land à l'autre. Je voudrais effectivement aussi qu'il y ait un rapprochement en Europe. Et il y a une chose que nous n'avons pas encore abordée aujourd'hui, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la législation et les lois, c'est d'apprendre mutuellement, c'est-à-dire de garder notre regard curieux et ouvert
À l'époque, quand il y a eu cette étude PISA qui a eu des résultats très, très négatifs pour l'Allemagne, eh ben, on a dirigé notre regard vers la Finlande parce que la Finlande était censée être un des meilleurs pays en ce qui concerne l'enseignement. Et on s'est posé la question de savoir comment ils organisent, eux, leurs écoles et comment pouvons-nous faire la même chose dans notre pays. C'est vrai que nous avons appris un tas de choses. Et lorsqu'il s'agissait d'harmoniser et de faciliter de marier la famille et la vie de travail, là aussi, on a tiré nos enseignements dans les autres pays. Et c'est vrai que je pense qu'il faut regarder dans d'autres pays et se poser la question de savoir comment l'on peut améliorer notre enseignement. Et vous, en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, il vous faut également promouvoir l'échange entre les pays pour pouvoir nous montrer quelles sont les bonnes voies à entamer. Et il est important que ce ne soit pas l'argent dont disposent les parents qui décident sur qui peut participer à un programme d'échange. Il faut que même les personnes, les jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent puissent, eux, profiter de ces programmes. Et ça, c'est notre tâche à nous de soutenir ce genre de programme. On ne va pas arriver à uniformiser notre enseignement au niveau européen. C'est un produit qui empêche l'herbe de pousser. Et quand on est un agriculteur et qu'on veut faire pousser une plante, on préfère que ce soit la plante qui pousse que l'herbe qui est à côté. Donc c'est pour ça que le glyphosate, il est utilisé. En France, il est utilisé entre les cultures. Donc vous avez du blé, ensuite la terre se repose, souvent il y a de l'herbe qui pousse, il y a le glyphosate qui est étendu, l'herbe du coup ne pousse plus, et puis vous pouvez replanter quelque chose pour que ça repousse ensuite. Je précise ça parce que parfois on parle de choses sans bien savoir de quoi il s'agit. En Europe, au départ, c'était en 2017, les Européens devaient décider s'ils réautorisaient le glyphosate pour 10 ou 15 ans. Grâce à l'action d'un certain nombre de pays, l'autorisation, c'était que 5 ans en plus. Et Emmanuel Macron a dit, en France, ce ne sera pas 5 ans, ce sera 3 ans. Dès qu'on trouve une alternative pour faire en sorte que l'agriculteur puisse quand même à la fin faire sa production agricole, eh bien, on interdit, ou en tout cas, on s'occupe de faire en sorte que dans 3 ans, dans la majorité des cas, on travaille avec l'INRA, on travaille avec les chercheurs, on travaille avec tous ceux qui travaillent la terre au quotidien, pour que, dans le plus de cas possible, eh bien, on ait trouvé d'autres techniques que celles que je viens de vous expliquer, à savoir de mettre du glyphosate entre les cultures, pour que l'herbe ne pousse pas partout et qu'on puisse planter du maïs, de la luzerne, du colza et du blé, et que donc les choses puissent se faire. Donc je ne crois pas qu'Emmanuel Macron ait renoncé à son engagement de campagne. En France aujourd'hui, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché au-delà de 2021 pour le glyphosate. En Europe, c'est 5 ans. On était parti d'un point de départ où c'était 10 ou 15 ans. Je pense qu'il faut, sur ces sujets-là, avoir beaucoup de précautions. Je voudrais faire un autre commentaire. J'ai été à l'autorité européenne des produits chimiques, qui est donc à Helsinki, et qui s'intéresse à savoir est-ce que les produits chimiques sont autorisés, est-ce qu'ils sont interdits, s'ils sont autorisés, dans quelles conditions on a le droit de les utiliser. Et donc, on s'assure que les produits chimiques soient de moins en moins utilisés dans des façons dangereuses pour l'homme. Moi, je crois beaucoup à la science. Je pense qu'il faut faire toujours très attention à ce que les décisions que prennent les politiques ne soient pas prises parce qu'on dit, on pense, on a peur, mais parce qu'on a des faits scientifiques. Dans le cas du glyphosate, il y a des études qui montrent que c'est dangereux dans certains cas d'utilisation, il y a des études qui montrent que c'est dangereux au-delà d'un certain seuil, il y a des études qui montrent que c'est dangereux tout court sur certains produits, et donc il faut qu'on écoute la science. Et donc moi je fais confiance, mais c'est un postulat, je pense qu'il faut que votre génération partage avec nous, que si on commence à faire de la politique sur des croyances, on peut se dire le glyphosate est très bien, c'est un produit qui est sûrement très dangereux, les scientifiques nous montrent qu'il y a des cas où c'est effectivement très dangereux, et donc plus on peut s'en libérer, tant mieux. Mais il y a beaucoup d'autres sujets où si on commence à prendre des décisions sans faire confiance à la science, on risque de faire des grosses bêtises. Je peux vous parler des vaccins, par exemple. Vous savez, il y a des gens qui ont expliqué que les vaccins, ça faisait des maladies, que ça faisait des handicaps, et que du coup, ce qu'il fallait, c'était ne plus vacciner les enfants. C'était aussi une croyance. Il y a des gens qui vont vous dire, c'est très bizarre, on vous met des choses dans le corps qui n'est pas naturel. Sauf qu'à la fin, il y a des enfants aujourd'hui qui meurent de maladies qu'on avait éradiquées. On a des enfants qui meurent de la rougeole. Ça ne s'était plus vu depuis des années et des années. Et donc, ce que je veux juste dire là, sans tout mélanger,
Le glyphosate, il y a des études. En Europe, on a dit c'est pas plus de 5 ans. La France fait plus vite que l'Europe, puisqu'elle est de 3 ans. Et on essaie d'accompagner les agriculteurs pour qu'à la fin, ils ne mettent pas tous la clé sur la porte, parce que si on n'a plus rien à manger, produit en France avec nos normes, je peux vous dire qu'on sera obligé de manger des choses qui viennent d'ailleurs, où toutes nos normes sanitaires ne s'appliquent pas. Et donc c'est ça qu'il faut quand même qu'on soit toujours vigilant à ce que, sous prétexte qu'on veuille avoir bonne conscience ici, on ne fasse pas pire ailleurs. Mais typiquement sur l'exemple des vaccins, ce que ça me fait dire, c'est qu'il faut qu'on fasse confiance à nos scientifiques. Parce que si on ne fait pas confiance à nos scientifiques, il y a beaucoup de décisions qui auront peut-être l'air intelligentes quand on s'en parle entre vous et moi, sauf qu'on n'est pas scientifique et qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et typiquement les vaccins, c'est un bel exemple de choses qui ont l'air d'être pleines de bon sens, mais qui ont des conséquences très graves. Et donc je pense que là aussi, en Europe, on travaille pour que les autorités sanitaires, les autorités sur les produits chimiques, les autorités environnementales, nous apportent des faits. Et donc là où il y a un travail à faire, c'est qu'il faut que les citoyens dans leur ensemble retrouvent confiance dans cette science, qu'on ne se dise pas que c'est les lobbies, qu'on ne se dise pas que c'est dicté par des intérêts commerciaux, mais qu'on fasse confiance à la science. Donc si je vais juste conclure, on n'a pas renoncé à notre objectif, on est en train justement de le mettre en œuvre. Vous savez que les vignerons français seront les premiers au monde à ne plus utiliser de glyphosate d'ici 2021. Je peux vous dire que quand vous étiez vigneron il y a 10 ans, si on était venu vous voir en disant il n'y aura plus de glyphosate, je pense que les gens nous auraient pris pour des fadas. Et aujourd'hui, ils vont travailler autrement, ils vont s'y mettre, et le vin sera sûrement de meilleure qualité, de meilleure santé, puisqu'il y aura moins de produits chimiques qui auront été utilisés pour le produire. Merci beaucoup pour ces dernières réponses et dernières questions. J'ai vu, il est déjà 17h28 même, donc on arrive déjà à la fin. Je pense qu'on a compris, il faut des hommes et femmes politiques engagés, mais pour l'Europe de demain aussi, surtout des jeunes comme vous engagés. Donc investissez-vous. Vous avez eu un peu des pistes comment faire. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu, d'avoir discuté avec nous, d'être venu avoir posé des questions, finalement assez nombreux quand même. Et avant qu'on se quitte, restez encore juste quelques minutes pour une petite remise de cadeaux pour les ministres. Et il y aura un petit vin d'honneur après. Voilà, à ne pas manquer. Donc merci beaucoup et à bientôt.